J'ai toujours été absolument, comment dire, à la fois étonnée et désolée que nous ayons en France une forêt d'une telle qualité et un tel déséquilibre commercial. C'est pas normal que nous nous soyons comportés comme un pays en développement, c'est-à-dire en vendant nos grumes et en important les produits finis. Donc d'avoir une vision, je dirais, d'écosystème forestier global, c'est-à-dire de toute la filière, en voyant comment on pouvait la développer au mieux, de manière à rétablir cet équilibre et à valoriser une ressource que nous avons la chance d'avoir en quantité, m'a paru toujours comme une nécessité. J'ai noté avec intérêt que ce sujet était devenu un vrai sujet politique avec des décisions, c'est-à-dire une inflexion de manière à essayer de valoriser mieux la valeur bois, à la fois dans le cadre d'une lutte contre le changement climatique et dans le cadre du développement d'une politique industrielle. Les forestiers sont très présents sur le front du réchauffement climatique. C'est-à-dire, en gros, les forestiers sont très conscients du fait que le réchauffement climatique, c'est un de leurs problèmes. Ce qui est important, c'est que la filière bois, la filière participe au mieux à, disons, à cet objectif finalement de diminuer très rapidement nos émissions de gaz à effet de serre. La loi sur la transition énergétique est là, c'est un objectif de diviser par 4 nos émissions à horizon 2050. Même s'il y a en même temps l'objectif d'efficacité énergétique, derrière il va falloir que l'énergie soit fournie par des renouvelables et le bois a une place à jouer très importante. Nous avons travaillé, nous, ministère de l'Agriculture, mais plus largement avec toute la filière forêt-bois, sur un document stratégique qui est le Programme national de la forêt et du bois, en application de la loi d'avenir. Et ce document, il trace les grandes orientations de la politique forestière et notamment les objectifs et les enjeux pour le secteur. En fait, l'enjeu principal, il est très simple et il est très connu, c'est de mobiliser plus de bois. La potentialité de bois supplémentaire, elle est très importante dans le Grand Est, on la chiffre à 2,7 millions de millions de mètres cubes supplémentaires. On va vers une augmentation, et on est déjà dans une augmentation des besoins en bois, dans la logique de la transition énergétique, que ce soit en matière de construction ou de rénovation. Le bois, c'est un matériau qui permet des rénovations légères, qui permet des extensions de bâtiments, qui a des performances énergétiques importantes, qui consomme peu d'énergie dans toutes les phases de son élaboration. Voilà, c'est un matériau intéressant pour la construction. Et puis, on a évidemment des besoins en bois pour l'énergie qui sont en augmentation constante et qui vont continuer à l'être dans le contexte des objectifs de développement des renouvelables qu'il y a dans ce pays. L'objectif qu'on s'est fixé pour 2030, ça correspond à mobiliser environ, pour l'énergie et les autres usages, 70% de l'accroissement annuel, de l'accroissement biologique annuel de la forêt. Voilà. Au-delà, on pense que ça va devenir compliqué, voire pas raisonnable. La forêt privée, c'est 75% de la forêt française, 20% du territoire national. C'est quand même un enjeu exceptionnel. Et ce 20% de la France n'est pas complètement géré. Donc il y a des ressources, il y a des réserves de gestion, il y a des réserves de chiffre d'affaires, il y a des réserves de valeur ajoutée considérables dans cette forêt privée. Pour la société, pour l'État, pour avoir des ressources fiscales, etc., ça vaut la peine d'y mettre des moyens. Aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une tension sur le marché du bois et on le sent bien sur les prix. Nous fournissons tout à fait normalement nos industriels locaux et nous n'avons pas de demande de bois, mis à part l'export. Je pense qu'on peut augmenter, mais encore faut-il qu'il y ait une demande derrière et on ne va pas brader notre bois. Si la filière ne tire pas le bois, il ne sortira pas tout seul. On peut pas, c'est pas en poussant le bois hors de la forêt qu'on va réussir à faire quelque chose, ça ne marche pas. Il faut le tirer, et le tirer, c'est l'outil industriel qui doit consommer du bois.
La difficulté des marchés est un frein. Il nous arrive encore de retarder des exploitations ou des coupes par rapport à l'écoulement de certains produits. Il ne faut pas non plus négliger le fait qu'un certain nombre de forêts sont déjà bien exploitées, bien gérées, bien optimisées au niveau de la productivité, de la production possible. J'ai de la peine à avoir une ressource importante supplémentaire. L'objectif de 2,7 millions est certainement trop élevé. On pense que c'est la forêt privée qui, encore aujourd'hui, peut nous apporter une augmentation de la ressource, enfin de la récolte. Les statistiques montrent qu'on ne prélève pas l'accroissement naturel de nos forêts. En forêt privée, on situe le prélèvement au maximum à 60% de l'accroissement naturel. La possibilité d'augmenter la mobilisation repose effectivement pour l'essentiel sur la petite forêt privée, à condition effectivement que l'on propose des solutions techniques aux propriétaires pour pouvoir exploiter en commun certaines parcelles et qu'on promeuve aussi, on promeuve des investissements en matière de desserte, puisque cette petite forêt privée est souvent aussi mal desservie, inaccessible, donc inexploitable de ce fait. La petite propriété privée, celle pour reprendre les classements actuels de moins de 4 hectares, joue un rôle très important dans notre approvisionnement et dans les paysages. Vu de Paris, peut-être 4 hectares, ça semble peu, mais de fond de vallée vosgienne, 2 hectares, 2 hectares et demi, et encore beaucoup moins, ça constitue la base de la forêt privée dans notre région. Avant de parler de récolter plus, moi j'en parlerai quand on me dira quoi, où, comment et pourquoi. Récolter plus de bois, si c'était pour récolter de la valeur, ça pourrait marcher. Qu'est-ce qui se passe depuis 10 ans? Ce qu'on a récolté en plus est parti soit dans les chaudières, ou alors, quand c'était les surplus de récolte de grumes, pour une certaine partie, à l'étranger, avec la plus-value de transformation qui allait derrière. Notre sentiment, c'est que le problème n'est pas en forêt. Le problème, il est à l'aval. Le problème vient d'une désindustrialisation de la France depuis 50 ans. Nous, forestiers, on veut faire des grumes. C'est ce qui valorise le mieux, la forêt. Ensuite, on a des sous-produits qui sont le bois de chauffage, le bois de trituration. On se rend compte qu'aujourd'hui, on a une forte pression sur le bois de chauffage. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'on ne coupera pas un bout de bois pour faire uniquement du chauffage. Donc, si on veut développer la filière bois-énergie, il faut aussi développer le reste de l'utilisation du bois. Il faut développer l'utilisation de la grume. Et plus on va développer l'utilisation de la grume, plus effectivement on aura de bois-énergie en produit ultime ou en sous-produit. On considère vraiment qu'il faut que la montée en puissance qu'on souhaite du bois-énergie se fasse de manière coordonnée avec une montée en puissance de la filière pour permettre une complémentarité des usages du bois et pas une compétition qui serait stérile. Ça permet de valoriser un certain nombre de produits qui, sans cela, ne trouveraient pas de débouchés. Au niveau de la coopérative, notre politique, elle est quand même de privilégier la hiérarchie des usages des bois, en privilégiant toujours les valorisations les plus intéressantes, hein, bois d'œuvre, ensuite le bois d'industrie, le bois énergie ne venant qu'en dernier produit possible pour les exploitations au sein des exploitations sur lesquelles nous intervenons. Malgré tout, ça nous permet quand même d'alimenter un certain nombre de chaudières au niveau régional. C'est une chance d'avoir un matériau renouvelable à l'échelle humaine pour assurer le chauffage et le bien-être de nos concitoyens. Il s'agit de pouvoir valoriser du bois qui pousse et dans lequel on aurait très peu d'utilisation. J'ai l'habitude de dire sur le bois énergie que notre position évolue entre prudence, méfiance, défiance. Si on devait remplacer tous les énergies fossiles par du bois, il faudrait 5 France et consacrer la totalité du territoire à le faire. Et si on est dans des systèmes où
Pour récolter le bois énergie, on passe en coupe rase et pire, en transformation de futaies qui ont un avenir, y compris les futaies jeunes issues du reboisement spontané et qu'on les transforme en taillis, on va tout droit vers le retour à la catastrophe qui était la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe. D'où l'importance, pour terminer là-dessus, d'une très grande vigilance sur ce qui est en train de se passer, parce que fondamentalement, ça peut profondément changer la nature de la gestion forestière en France. Et ce qui m'inquiète, c'est à la fois les conséquences que ça a sur les paysages et l'image que les forestiers, qui seront forcément ceux sur qui on fera porter le bonnet d'âne. L'intérêt du bois, c'est que c'est une ressource locale. C'est-à-dire que plus vous pouvez l'utiliser sur place pour ses différents usages, plus vous avez des utilisateurs qui sont proches du lieu, donc qui voient bien, qui font le rapport entre l'utilisation du bois et la gestion de la forêt. Et plus vous irez vers une gestion intelligente et durable. De faire de très grandes installations de chauffage, de chaufferie biomasse énormes, mastodontes, qui vont utiliser des tonnes et des tonnes de bois, on sait très bien qu'on va aller vers un usage totalement irrationnel. Et donc, il ne faudrait pas passer d'un excès à l'autre. C'est-à-dire d'un système dans lequel on a incontestablement sous-exploité nos bois et nos forêts, et mal exploité, à un système où on va le surexploiter. Aujourd'hui, on sent bien que sur les résineux, on ne souhaite pas avoir des gros bois. Les industriels ne souhaitent pas avoir des gros bois. Donc nous avons tout intérêt à vendre nos bois quand ils valent le plus. Après, on nous pousse au niveau de l'écologie à faire des gros bois. Donc il y a cette dualité qu'il faut gérer. Et ensuite, on ne peut pas sortir autre chose que ce qu'on sait faire dans nos forêts. Nous avons un sol, nous avons des plans. Si demain on nous demande de faire des arbres qui ne sont pas en station chez nous, on ne pourra pas les faire. Et quand on doit planter des arbres aujourd'hui et que on va les récolter à 50, 60 ou 120 ans, qu'est-ce qu'on peut savoir ce que voudra l'industrie à ce moment-là, hein? Donc je crois qu'aujourd'hui la seule vraie possibilité, c'est de planter ce qui pousse bien, ce qu'on arrive à faire de beaux bois et se dire on va essayer de les vendre. On est parti sur des très grosses unités avec une hypothèse qu'on aurait besoin et qu'il n'y avait pas d'alternative qu'à scier des petits bois résineux. Mais c'est vraiment pas la tendance spontanée de la forêt française à produire ce genre de bois. Donc à partir de là, on est dans une logique où on dit voilà, on a un outil industriel, il est comme ça, maintenant c'est à la forêt de s'adapter. On ne peut pas, dans les modèles économiques court-termistes, dire on aura besoin aujourd'hui de planter ce qui permettra de faire tourner notre usine dans 40 ans, dans 50 ans, dans 60 ans. On peut se poser réellement la question du devenir de la grande masse des gros bois de qualité moyenne, etc., qui ne trouveront pas ou peu déboucher, en tout cas en comparaison avec la valorisation des bois moyens qu'on a déjà actuellement et qu'on risque d'avoir à l'avenir dans un contexte de tension très forte sur ce type de bois. Donc je pense que les propriétaires qui aujourd'hui décident d'investir et de planter et de reconstituer de la ressource, notamment en résineux, font, à mon avis, un pari très judicieux. Il est, je pense, dangereux de vouloir normaliser un écosystème aussi varié, aussi riche, aussi divers que les écosystèmes que nous avons à travers notre région. Le fait que nous ayons encore sur certains produits des difficultés d'écoulement montre qu'il y a encore un énorme
travail à faire de valorisation du bois, donc de soutien à la première transformation, de favoriser la recherche et de favoriser cette diffusion de résultats, de recherche sur les entreprises et de soutenir les entreprises. Je crois aussi très fortement qu'il est important de soutenir les petites entreprises pour être capable de valoriser les produits que nous avons et de les valoriser en local, de les utiliser en local sur des circuits courts et sur des circuits donc performants. Ce qui est important, c'est que la forêt réponde aux besoins du consommateur. Et nous, en tant qu'industriels, nous ne pouvons travailler que pour satisfaire le consommateur. Récolter du bois, il faut récolter des grumes lorsqu'elles sont à leur optimum. Et ceux-ci sont souvent les bois de diamètre qui vont de 35 à 50 de diamètre. C'est rarement les bois plus vieux. Et si la forêt nous fournit des bois que le consommateur ne prendra pas, eh ben, ces bois seront condamnés à faire, à mon avis, du bois à énergie. L'idée de la pérennité de la forêt est, me semble-t-il, quelque chose qui est consubstantiel au métier de sylviculteur. Sauf à couper complètement l'arbre sur lequel il est assis, c'est le cas de le dire, ou la branche sur laquelle il est assis. À partir du moment où vous avez une vision sur la durée, certes vous avez besoin de rentabiliser votre exploitation parce que toute activité économique a besoin d'être rentable, sinon elle arrête, mais une rentabilité qui se calcule sur la durée. Les différentes attentes qu'on peut avoir de la forêt ne s'opposent pas, mais agissent en synergie. Donc on est capable de faire des mètres cubes, de pousser la production de mètres cubes, aussi bien en quantité qu'en valeur, tout en assurant les protections de sources, l'accueil du public, un environnement de faune et de flore riche et varié, etc. Donc il n'y a pas d'opposition majeure, il n'y a pas de position majeure, oui, dans l'ensemble du processus de réflexion au niveau de la forêt. Et je dirais pour finir que nous produisions sur plusieurs années, sur plusieurs décennies, donc il est important d'avoir une certaine stabilité de cet écosystème et c'est en l'écoutant et en l'accompagnant plutôt qu'en le contraignant qu'on arrivera à maintenir cette stabilité de l'écosystème et donc de la production, de la productivité. La forêt n'est pas une mine dans laquelle on va pouvoir comme ça piocher au fur et à mesure. Donc on est plutôt dans la gestion forestière et notre objectif à nous c'est d'améliorer, de favoriser la gestion forestière, concept plus large que la mobilisation puisque nous sommes à la fois dans certes l'exploitation des bois et la coupe des bois, mais aussi dans le renouvellement des peuplements, la plantation, la gestion, l'entretien de la forêt. C'est pour nous donc cet aspect gestion qui est fondamental. Un des outils essentiels, c'est déjà la promotion, on va dire, des documents de gestion durable, puisqu'il fixe réellement un cadre de gestion raisonné et adapté à chaque propriété, avec une vision à moyen terme des coupes et des travaux qui sont nécessaires pour la pérennité et le développement des forêts des propriétaires. Ça repose également ensuite sur un partenariat, à mon avis, efficace qui doit être mené entre les gestionnaires et les organismes de développement pour, on va dire, promouvoir une gestion durable et concertée au niveau de la petite forêt privée morcelée. La gestion durable des forêts, la conciliation de la préservation de la biodiversité, du paysage, elle est au cœur de la gestion forestière de n'importe quel forestier. Donc moi je ne suis pas inquiète sur la pratique de nos forestiers en France. Par contre je sais qu'ils ont à faire et ils ont à expliquer la façon dont ils mettent les choses en place. Les gens pensent qu'à partir du moment où on coupe un arbre c'est mal. Ben non, pas nécessairement. Le fait d'exploiter une forêt de manière durable, de l'entretenir, de la faire vivre, ça fait partie du cycle de la vie. Et donc je pense que déjà il y a un petit problème de connaissance. Et donc je pense que, voyez-vous, c'est un peu au niveau de l'explication de ce que c'est qu'une gestion durable d'une forêt qu'il y a des progrès à faire. Je crois qu'il faut bien réaliser qu'on est
des sylviculteurs récoltants et on récolte un produit à son optimum. Nous devons absolument tout faire et avoir une grande pédagogie pour faire que cette acceptation de la récolte soit quelque chose que nos concitoyens puissent comprendre et accepter. Il est évident que le grand public a un regard sur nos forêts. C'est normal parce qu'ils vont se promener, parce que nos forêts sont ouvertes, parce qu'on ne les cache pas, parce qu'on ne les ferme pas. Alors le regard, c'est toujours pareil, c'est le regard d'une personne qui pense, qui focalise sur une chose. Et qui est certainement pas faux, loin d'être faux. Simplement, il ne voit pas les autres contraintes. Hein. Et c'est à nous, forestiers, de faire cette synthèse. Alors bien sûr qu'on entend ce qu'ils nous disent, mais il y a des choses qui ne sont pas possibles. On est dans une société de loisirs où les hommes, les femmes ont le besoin, le droit de s'échapper dans cette nature. On ne peut pas tout simplement interdire ou l'accès de la forêt, de cet espace au public. La forêt est aussi le dernier sanctuaire de biodiversité avec une foultitude d'espèces, qu'elles soient végétales ou animales. On découvre encore dans nos coins d'Alsace du Nord des nouvelles espèces. Donc c'est un devoir aussi d'être capable de préserver cette richesse, de préserver ce patrimoine. On est condamné quelque part à une multifonctionnalité. Dans ces forêts semi-naturelles que sont nos forêts françaises, on doit tout faire au même endroit. S'il n'y a pas la biodiversité et si on ne s'appuie pas sur les phénomènes naturels, très vite la production forestière cesse. C'est-à-dire que la multifonctionnalité, dans sa première phase, qui est lien entre biologie et forêt, est indispensable. Ou alors on n'est plus forestier, quoi. On rend un service à tout le monde, à tous les gens, et on n'est pas contre de le rendre. Hein. On ouvre nos forêts au public, on filtre l'eau, on bloque le carbone, on essaye de faire des coupes pour qu'on ne choque pas le paysage. Tout ça, ça a un coût, et en contrepartie, il n'y a rien. Et ça, c'est un peu le problème de l'environnement aujourd'hui. Je suis propriétaire d'une forêt dans le sud-Haut-Marnais, une forêt constituée de feuillus, essentiellement des chênes centenaires, voire bicentenaires, et puis un peu de hêtres. Ma première motivation, je l'ai évoqué, c'est de préserver un massif, d'éviter la dislocation d'un massif forestier. C'est ce qui a justifié que j'ai racheté les parts des autres membres de ma famille. Ma motivation aujourd'hui, c'est de préserver ce massif, en termes de qualité du boisement, de respecter le cycle de production qui a été introduit par mes aïeux, qui finalement résonnait de manière très proche de ce qui préside à l'élaboration des PSG. Et puis la production quand même qu'on génère et qui permet d'alimenter le marché du bois, quelle que soit l'utilisation qui en est faite. Je suis un sylviculteur avant tout. Je suis un producteur de bois, soit de bois d'ouvrage, qui est vrai pour les beaux chênes, soit du bois de trituration, du bois de chauffage. En termes de volume de production, il y a des produits nouveaux qui ont émergé, tous les rémanents qui avant n'étaient pas valorisés. Aujourd'hui, bravo, tous les houppiers des chênes qui sont coupés, des hêtres qui sont coupés, ont une valeur commerciale réelle. On peut dire que la forêt fait partie de l'environnement. Elle participe à la beauté d'un paysage, elle participe aussi au plaisir de chacun d'aller se promener en forêt et de visiter une forêt comme on peut découvrir une église, une cathédrale, etc. Avec parfois jusqu'à une ombre propice au recueillement, comme c'est le cas dans les lieux de culte. D'ailleurs, parfois, dans ma forêt, je trouve des gens qui s'y promènent et qui me reprochent d'avoir coupé des chênes magnifiques. Donc il faut leur expliquer que la vie d'une forêt, c'est d'élever des sujets, c'est à un moment donné de les récolter, de les couper, parce que la filière bois en a besoin. Et puis parce qu'un chêne, au-delà de 150 ou 200 ans, on prend des risques qui pourrissent, qui se dégradent. Je travaille en futée irrégulière et la forêt n'est jamais mise à nu. Il y a toujours des sujets qui remplacent ceux qui sont coupés, qui poussent, etc. Et le massif a toujours un bel aspect, quoi qu'il arrive. Pour participer à la préservation du site et puis des bonnes pratiques sylvicoles, sont créés des organismes tels que PEFC, auxquels, bien sûr, j'ai adhéré immédiatement, et qui témoignent de bonnes pratiques forestières, tant en ce qui concerne la production, mais cette certification au PEFC, elle va plus loin, puisqu'elle certifie aussi les exploitants, elle certifie les scieurs, et que le client final du produit bois doit être sûr que toute la chaîne est respectée.
Ce qui me motive, moi, c'est le calme et la tranquillité. Je suis vraiment dans un havre de paix lorsque j'arrive en forêt, ne serait-ce que pour la matinée, où je travaille peut-être un petit peu, je fais des dégagements, je fais du marquage, je surveille. Ici, j'ai beaucoup de frênes, érables, merisiers, chênes, hêtres. C'est très, très diversifié en feuillus. En résineux, j'ai surtout de l'épicéa et un peu de Douglas. Je plante, par contre, beaucoup de Douglas et du mélèze. Moi, je mets quand même sur le marché un volume conséquent, je pense, annuellement. J'ai réalisé des coupes d'éclaircies, j'ai réalisé des coupes à blanc, j'exploite régulièrement, ne serait-ce que du bois d'œuvre, du bois de chauffage. J'ai plus de 13 hectares, là sur les 30, j'ai plus de 13 hectares qui sont en plantation sur les 10 dernières années, quoi. Donc environ 1 hectare, voire 2 hectares à l'année. Je suis un petit producteur, mais bon, avec un ensemble de petits, on arrive quand même à alimenter une usine comme de très grandes usines qu'on a ici dans la région, quoi. Je suis assez favorable à des coupes à 40-50 ans dans des bois moyens, quoi. Les gros bois, on connaît bien le problème des gros bois, ils sont très difficiles à commercialiser. La biodiversité, pour moi, est intégrée quotidiennement. Je la vis au jour le jour, avec des plantations peut-être un peu qui sortent de l'ordinaire. Je parle de la biodiversité en résineux comme en feuillu. Une partie de ma propriété est Natura 2000, mais ça ne me pose absolument pas de problème. Mon plan de gestion a été agréé et je l'applique correctement. Je suis certifié PEFC depuis déjà quelques années. Je pense qu'il faut garantir aux consommateurs la gestion durable de nos forêts. Je suis Nicolas Bernhardt, de la deuxième génération gestionnaire de la forêt Bernhardt. Forêt Bernhardt qui a été reprise en 1976 par mon père suite à un massacre à grande échelle, puisque 300 hectares avaient été coupés à blanc par un exploitant vosgien. Et donc le gros travail des années 76-17 aux années 90-95 a été un travail de reconstitution de peuplement. Donc aujourd'hui, on est dans une forêt qui a 40-45 ans, un tiers de cette forêt est en Douglas, et le reste c'est réparti sur du résineux quand même, épicéa, pin sylvestre, mélèze, avec aussi des plantations de chênes rouges sur 25 hectares. J'ai opéré un changement professionnel dans les années 90 pour refaire une formation forestière sur 2 ans et reprendre petit à petit la gestion forestière de cette forêt. Et le côté passionnel est très important quand on est gestionnaire forestier. On s'est orienté aussi bien sur la gestion que sur l'exploitation, l'un allant de pair avec l'autre. Le contexte de la forêt dans laquelle nous sommes est quand même très particulier. On est en pleine production. Je me concentre sur ce qui marche à peu près bien en ce moment, c'est dans le résineux. Là, on sait vendre encore à bon prix l'agrume et voire même le bois d'industrie quand il s'agit d'épicéa, quoi. Après, les aléas des marchés font que aujourd'hui, on n'a peut-être pas besoin de plus de bois. On n'est pas encore avec une forte demande par rapport à ce qu'on peut produire. Il est difficile de ne pas se sentir appartenir à une filière quand on en a les racines, à la limite je dirais, puisque sans propriétaire forestier, il n'y a pas de producteur de bois. Le développement de la contractualisation des marchés de ces dernières années nous amène, nous, propriétaires privés ou publics, à jouer un rôle plus important dans le développement effectivement des grosses industries qui ont besoin d'une pérennisation de leur approvisionnement. Donc nous, on est là pour répondre à la demande. Qui dit contractualisation dit aussi contractualisation des prix, et donc ça amènerait peut-être une certaine stabilité qui pourrait motiver, alors que là, dans certaines catégories de bois, on est quand même soumis à l'éternel sinusoïde que le cours des bois suit depuis la nuit des temps, quoi. C'est absolument évident que le marché est l'élément déterminant du volume qu'on va récolter à l'année. Tout est réfléchi et pas forcément encore solutionné pour que cette forêt soit gérée dans une optique de durabilité, mais aussi d'amener beaucoup de peuplement à une irrégularisation pour qu'on tombe plus dans du pur régulier comme on est aujourd'hui et qu'on arrive à avoir
Une forêt non seulement productive, mais également mélangée, clairement orientée multifonctionnelle, avec un point numéro 1 qui est toujours quand même l'élément vecteur des décisions, qui est le côté économique. Mais le côté économique tiendra forcément toujours compte du côté écologique. Les trois éléments de la multifonctionnalité de la forêt sont forcément intégrés dans la réflexion globale. Le changement climatique m'effraie. Le mélange des essences que j'essaye d'introduire au maximum, même dans nos éclaircies, pour que de la régénération s'installe, d'autres essences, me laisse espérer que tout ne mourra pas et qu'il restera forcément un peu quelque chose. Par contre, effectivement, les choix sont cruciaux aujourd'hui, quand sur des petites échelles, on a des décisions à prendre pour de la plantation ou pour de l'introduction d'essence dans des parcelles qui ne régénèrent pas. On fait des essais pour les générations suivantes, on écoute ce qui se dit, et je crois que de toute façon, à l'échelle européenne, tout le monde tâtonne encore un peu par rapport à l'évolution et surtout la rapidité de l'évolution de ce phénomène. C'est d'autant plus important dans la détermination de notre rôle de propriétaire et de gestionnaire forestier. Il faut qu'on trouve la solution justement pour que nos forêts perdurent. Après, gardons quand même en tête la multifonctionnalité de la forêt et ne faisons pas des forêts monospécifiques à trop grande échelle, puisque forcément elles amèneront de nouveau des déséquilibres et des fragilités. On a une responsabilité, nous propriétaires, c'est que si demain des entreprises, des grands groupes viennent s'aborder nos forêts, dans 10 ans, on ne va pas chercher la responsabilité des grands groupes, on va chercher notre responsabilité à nous. Donc aujourd'hui, on ne peut quand même pas faire tout et n'importe quoi. Oui, sortir du bois, mais après, il faut qu'on reste dans un cadre d'écologie écologique, on reste dans un développement durable, dans une reconstitution de la forêt automatique. Tout ça, c'est important. Et donc, on ne peut pas laisser faire n'importe quoi chez nous. Ça se passe quand même chez nous et on en reste quand même très responsable. On a une chance fabuleuse, c'est d'être propriétaire forestier, c'est de pouvoir aller se promener chez soi, de voir ses arbres et de pouvoir marquer d'une empreinte la nature et surtout de pouvoir transmettre ça à des générations futures et de créer aussi l'intérêt dans ces générations futures.